Bien que nous soyons fascinés par l'observation de l'hygiène méticuleuse de notre animal de compagnie, il existe une ligne invisible et ténue qui sépare le toilettage naturel d'une obsession pathologique. Ignorer comment la langue transforme le pelage mort en boule peut transformer une simple gêne digestive en vomissement alarmant ou en une obstruction intestinale critique mettant sa vie en danger. Aujourd'hui, sur MiaoTube, nous allons décrypter la biologie cachée derrière les boules de poils pour que vous appreniez à différencier un haut-le-cœur inoffensif d'une urgence médicale. Partie 1. Le rituel sacré. Hygiène parfaite ou obsession dangereuse ? Le comportement de toilettage chez le chat domestique n'est pas seulement une question d'hygiène, c'est un outil multifonctionnel de survie, de régulation thermique et de stabilité psychologique. Cependant, il existe une ligne très fine, de souvent imperceptible pour le propriétaire inexpérimenté, qui sépare le comportement naturel et sain d'une pathologie obsessionnelle pouvant déclencher de graves conséquences physiologiques. Pour comprendre quand ce rituel devient une menace, il est impératif d'analyser d'abord l'outil fondamental qui le rend possible. Le super-pouvoir de la langue féline. Lorsque nous observons la langue d'un chat, nous ne voyons pas simplement un organe gustatif, mais une pièce de bio-ingénierie de haute précision. En réalisant une analyse macroscopique et microscopique de sa surface, nous rencontrons les papilles filiformes, des milliers de soies conçues spécifiquement non seulement pour démêler, mais aussi pour exercer une traction. Ces structures ne sont pas de simples textures rugueuses, ce sont des spicules rigides, courbées vers l'arrière et composées de kératine, la même protéine fibreuse et résistante qui constitue nos ongles et nos cheveux. La fonction évolutive de ces papilles est double. À l'origine sauvage, elles servaient à gratter la viande des os de leur proie, permettant aux félins de profiter de chaque calorie disponible. Dans le contexte du toilettage, ces dos spicules agissent comme un système de peignage profond qui élimine la saleté, les parasites externes et surtout le poil mort piégé dans le sous-poil. Donc c'est ici que réside le premier point critique de notre argumentation. L'anatomie de la langue du chat est conçue pour attraper, mais pas pour libérer facilement. En raison de l'orientation rétrograde de ses papilles, c'est-à-dire pointant vers la gorge, tout ce qui reste piégé sur la langue est extrêmement difficile à expulser vers l'extérieur. Le chat n'a pas la capacité mécanique de cracher le poil efficacement. Par conséquent, l'ingestion de poils n'est pas un accident. C'est une inévitabilité biologique. Chaque fois que votre chat se lèche, il est physiologiquement obligé d'avaler le pelage que sa langue a capturé. Comprendre ce mécanisme est vital, car cela nous mène à la conclusion que le système digestif du chat est soumis à une charge constante de matière non digestible. La règle des 30 à 50%. Maintenant, pour déterminer si nous sommes face à un comportement sain ou pathologique, et nous devons quantifier cette activité. Les études éthologiques suggèrent qu'un chat dans des conditions normales investit entre 30 et 50% de son temps d'éveil à se toiletter. Ce pourcentage, qui chez un humain serait considéré comme un trouble obsessionnel compulsif, est la norme chez le félin. Ce temps n'est pas investi par caprice. Donc le toilettage remplit des fonctions critiques au-delà de la propreté. Il distribue les huiles naturelles de la peau pour imperméabiliser le pelage, stimule la circulation sanguine et, très important, agit comme un mécanisme de thermorégulation. En déposant de la salive sur son corps, l'évaporation de celle-ci réduit la température corporelle, palliant l'absence de glandes sudoripares efficaces sur la majeure partie de sa surface dermique. Par conséquent, voir un chat se lécher est, en principe, le signe d'un animal qui prend soin de ses fonctions vitales. Le syndrome de la tondeuse. Cependant, l'alarme doit s'allumer lorsque ce pourcentage dépasse le seuil de 50% ou lorsque l'intensité de l'acte interrompt d'autres activités essentielles comme manger, dormir ou jouer. C'est ici que nous entrons dans le phénomène connu cliniquement sous le nom d'alopécie psychogène ou, en termes plus descriptifs, le syndrome de la tondeuse. Ce comportement se caractérise par le fait que le chat ne se lèche pas seulement, mais qu'il se taille littéralement le poil. Contrairement à la chute naturelle des poils due à la mue ou à des maladies systémiques, ici le chat arrache la tige pilaire avec ses incisives et la traction de sa langue. Visuellement, cela se présente souvent dans des zones accessibles comme la face interne des cuisses, l'abdomen ventral, le ventre et la zone lombaire. Beaucoup de propriétaires consultent le vétérinaire convaincus que leur chat devient chauve à cause d'une maladie de peau,
alors qu'en réalité, en observant le pelage au microscope, on constate que les pointes des poils ne sont pas effilées et n'ont pas de racines, mais sont fracturées, coupées de manière traumatique. Le chat s'inflige lui-même cette perte de pelage. Mais pourquoi un animal attente-t-il à sa propre protection physique ? L'excès de léchage est, fondamentalement, une réponse aux pruries ou à la douleur. Si un chat ressent une gêne focalisée, son instinct lui dicte de lécher la zone pour soulager la sensation. Il est impératif de considérer les allergies comme la cause primaire la plus fréquente. Celles-ci peuvent être alimentaires, dues à des composants environnementaux comme les acariens ou le pollen, ou, la plus courante de toutes, la dermatite allergique à la piqûre de puce. Un seul parasite suffit pour déclencher une réaction d'hypersensibilité qui pousse l'animal à s'arracher les poils de désespoir. De même, nous ne devons pas ignorer la douleur référée. Un chat, souffrant de cystite idiopathique ou d'infection urinaire, peut se lécher compulsivement le bas-ventre en essayant de soulager la douleur de sa vessie. Un chat souffrant d'arthrose à la hanche peut peler la zone au-dessus de l'articulation affectée. Par conséquent, tu supposer que le léchage excessif est une manie sans avoir d'abord effectué un bilan médical complet, incluant des raclages cutanés et des analyses d'urine, est une négligence. Psychologie féline. Le léchage agit également comme une soupape d'échappement neurochimique. Pendant l'acte de toilettage, le cerveau du chat libère des endorphines, des neurotransmetteurs qui génèrent une sensation de calme et de bien-être analgésique. Face à des situations de stress environnemental, d'anxiété ou de frustration, le chat a recours au seul outil qui lui garantit un soulagement immédiat et autogénéré, sa langue. C'est ce qu'on appelle une activité de substitution. C'est l'équivalent félin de lorsqu'une personne se ronge les ongles ou bouge la jambe nerveusement face à une situation de tension. Le chat est un animal néophobe par excellence. Il craint et rejette la nouveauté. Des changements qui pour nous sont triviaux, comme déplacer un meuble, c'est de changer la marque de la litière, l'arrivée d'un bébé, un déménagement ou l'introduction d'un nouvel animal peuvent être perçus comme des menaces directes à sa sécurité territoriale. Dans un environnement domestique moderne, où le chat manque souvent de stimuli naturels et de contrôle sur son environnement, l'ennui et l'anxiété territoriale peuvent se manifester par ce toilettage destructeur. Le chat se lèche pour s'apaiser, mais le soulagement est temporaire, tombe générant un cycle de rétroaction positive. Je ressens de l'anxiété, je me lèche, je ressens un soulagement, j'arrête de lécher. L'anxiété revient, je me lèche à nouveau. Ce cycle est ce qui conduit aux zones chauves visibles et, ce qui est plus dangereux pour notre sujet, à l'ingestion massive de poils que le système digestif n'est pas prêt à gérer. Solution massive. La solution à ce problème comportemental n'est pas de punir le chat, ni de l'empêcher physiquement de se lécher, cause qui ne ferait qu'augmenter sa frustration et son anxiété. L'intervention doit être multimodale et se concentrer sur l'enrichissement environnemental et la réduction du stress. Nous devons transformer l'environnement du chat pour satisfaire ses instincts prédateurs et territoriaux. En premier lieu, il est crucial de mettre en place une routine de jeu structurée. Il ne suffit pas de laisser des jouets par terre, qui sont pour le chat des proies mortes, sans intérêt. Il faut un jeu interactif, simulant la chasse avec des canottes ou des plumes pendant au moins 15 minutes par jour. Cela permet au chat de libérer l'énergie accumulée et de sécréter de la dopamine à travers la séquence de chasse, au lieu de chercher cette satisfaction chimique par le léchage. En second lieu, nous devons parler de la quantification de l'espace, donc spécifiquement à travers la verticalité. Le chat a besoin de dominer son environnement depuis les hauteurs pour se sentir en sécurité. L'installation de griffoirs hauts, d'étagères ou de hamacs permet à l'animal de surveiller son territoire sans se sentir vulnérable, réduisant significativement les niveaux de cortisol, l'hormone du stress. Un chat sûr est un chat qui n'a pas besoin de recourir à des mécanismes d'adaptation pathologiques. Enfin, nous devons aiguiser notre capacité d'observation. Si le comportement persiste malgré les améliorations environnementales et le contrôle parasitaire, nous sommes face à un signal d'alarme qui ne peut être ignoré. L'excès de poils ingéré ne disparaît pas comme par magie une fois entré dans la bouche. Tout ce poil doit aller quelque part, et le voyage qu'il entreprend à travers le tractus digestif est à l'origine de l'une des problématiques les plus mal interprétées par les propriétaires de chats. Si vous tenez à la santé de votre félin et que vous voulez découvrir le destin réel de ce poil ingéré, abonnez-vous maintenant et activez les notifications. Dans le bloc suivant, nous dévoilerons la vérité anatomique derrière les boules de poils et les stratégies cliniques exactes pour éviter qu'elles
deviennent une menace interne. Partie 2. La vérité cachée. Mythe et prévention des boules de poils. Ce n'est pas une boule. D'un point de vue strictement géométrique et anatomique, le terme boule de poil est une dénomination incorrecte qui génère souvent confusion et alarme inutile. Lorsqu'un propriétaire visualise mentalement une boule de poil, il imagine une sphère parfaite, compacte et sèche. Cependant, la réalité clinique que rencontrent les propriétaires sur le sol de leur foyer est bien loin de cette image idéalisée. En expulsant cette accumulation, ce que nous voyons n'est pas une structure sphérique, mais une masse cylindrique, allongée et tubulaire, et qui ressemble souvent à un cigare humide, une saucisse, ou même, pour l'œil non exercé, à des excréments d'une consistance étrange. Cette morphologie n'est pas aléatoire, c'est le résultat direct de l'anatomie que la masse a dû traverser pour être expulsée. L'estomac du chat n'est pas un conteneur passif, c'est un organe musculaire dynamique. Lorsque l'accumulation de poils atteint un volume critique qui irrite la muqueuse gastrique, le réflexe de vomissement est activé. Pour sortir vers l'extérieur, cette masse de poils compactés doit traverser le sphincter œsophagien inférieur et parcourir la totalité de l'œsophage. L'œsophage est un tube musculaire étroit et flexible qui, par des contractions péristaltiques inverses, force la matière vers la bouche. Pendant ce transit, la masse malléable de poils est comprimée et moulée par les parois œsophagiennes, acquérant cette forme tubulaire caractéristique. Outre la forme, l'aspect visuel de cette formation provoque souvent répulsion et inquiétude en raison de sa coloration et de sa texture. Nous ne sommes pas face à du poil sec et propre. Cette masse a résidé dans la chambre gastrique, soumise à un bain constant de suc digestif. La couleur jaunâtre, verdâtre ou marron, qui recouvre souvent le poil, n'est pas indicatif d'infection ni de saleté externe, mais de la présence de bile et de fluide gastrique. La texture muqueuse et glissante est, en fait, nécessaire pour faciliter le passage à travers l'œsophage et éviter des lacérations dans la gorge de l'animal lors de l'expulsion. Comprendre que cette apparence désagréable est physiologiquement normale dans le contexte d'une expulsion de poils aide à réduire l'anxiété du propriétaire et permet de concentrer l'attention sur la fréquence de l'événement plutôt que sur son esthétique. L'usine à trichobezoar. Mais comment se forme réellement cette structure ? Nous devons comprendre l'estomac du chat comme une usine à trichobezoar, le terme médical correct pour la boule de poil. La kératine, protéine principale du poil, est complètement indigeste pour les enzymes gastriques du chat. L'acide chlorhydrique de l'estomac peut dénaturer les protéines de la viande, mais il ne peut pas décomposer la structure fibreuse et résistante du poil. Dans des conditions idéales, le poil ingéré en petite quantité voyage avec le chyme alimentaire, puis traverse le pylore et est excrété dans les selles sans causer d'incident majeur. Cependant, le problème surgit lorsque la quantité de poils excède la capacité de vidange gastrique ou lorsque la motilité de l'estomac est compromise. Les poils individuels commencent à s'entremêler entre eux à l'intérieur des plis de la muqueuse gastrique. Ils agissent comme un filet de chalut, piégeant des particules de nourriture, de graisse et de mucus. Avec le mouvement naturel de brassage de l'estomac, se mélange se compacte et se filtre. Couche après couche, le trichobezoar grandit jusqu'à devenir un corps étranger solide que le pylore, la valve de sortie vers l'intestin, ne permet plus de passer en raison de son diamètre. À ce stade, l'objet est trop grand pour avancer vers l'intestin et trop irritant pour rester dans l'estomac, laissant le vomissement comme seule voie d'échappement. Facteur de risque. La génétique joue un rôle fondamental. Les races poquelots à poils longs et mi-longs, comme le persan, le Maine Coon, le norvégien ou le ragdoll, n'ont pas seulement des poils plus longs, mais possèdent souvent un sous-poil ou un manteau inférieur extrêmement dense et laineux. La charge de matière qui ingère un chat persan lors d'une session de toilettage peut être 10 fois supérieure à celle d'un chat à poils courts ou d'un siamois. Chez ces animaux, la capacité de traitement de leur système digestif se voit débordée avec beaucoup plus de facilité. À cela, nous devons ajouter le facteur de la saisonnalité biologique, la mue. Bien que les chats vivant en intérieur avec une lumière artificielle constante et des températures mal contrôlées puissent perdre des poils toute l'année, ils conservent des rythmes circadiens et saisonniers ancestraux. Au printemps et en automne, les changements de photopériode, les heures de lumière solaire,
active des mécanismes hormonaux qui ordonnent le renouvellement massif du pelage. En ces époques critiques, la quantité de poils morts disponibles pour être ingérés grimpe de façon exponentielle. Si nous n'intervenons pas activement pendant ces fenêtres temporelles, la formation de trichobézoars passe d'une possibilité à une certitude mathématique. Le kit de prévention. Ici, nous entrons dans la phase cruciale de notre exposé, le kit de prévention. Face à une anatomie conçue pour avaler des poils et une physiologie incapable de les digérer, l'intervention humaine est la seule barrière efficace. Nous ne pouvons pas arrêter le toilettage, mais nous pouvons atténuer ses conséquences par une stratégie proactive basée sur 3 piliers: action mécanique, assistance chimique et soutien diététique. Le pilier fondamental, la ligne de défense primaire et la plus efficace, est le brossage mécanique. Aucun remède, pâte ou régime ne peut rivaliser avec l'efficacité de retirer le poil mort avant qu'il n'entre dans la bouche du chat. Cependant, il ne s'agit pas simplement de passer une brosse de manière superficielle, une technique adéquate et des outils spécifiques sont requis. L'erreur la plus commune est de caresser le chat avec une brosse douce qui ne fait que lisser la couche supérieure du manteau sans pénétrer là où réside le problème réel, le sous-poil mort piégé près de la peau. Pour une prévention efficace, il est nécessaire d'utiliser des étrilles ou des peignes à dents métalliques capables d'atteindre la base du follicule et d'extraire le poil laineux qui s'est déjà détaché mais qui reste entremêlé dans le pelage. En période de mue, la fréquence doit être quotidienne. Chaque mèche de cheveux qui reste dans la brosse est une mèche qui ne se transformera pas en trichobézoar dans l'estomac. Nous devons conceptualiser le brossage non comme un acte esthétique de beauté, mais comme une procédure médicale préventive d'hygiène gastro-intestinale. Le deuxième pilier est la facilitation du transit par l'utilisation de malt et de fibres. Le malt pour chat est l'un des produits les plus connus, mais les moins compris quant à son mécanisme d'action. Il ne dissout pas le poil. Comme nous l'avons établi, rien de sûr pour la consommation ne peut dissoudre la kératine dans l'estomac. Le malt est, par essence, une pâte composée de graisse végétale, d'extrait de malt, d'huile et de levure qui agit comme un lubrifiant de haute performance. Sa fonction est de recouvrir le poil ingéré et les selles, créant un film huileux et glissant qui réduit la friction contre les parois intestinales. Cela facilite l'écoulement du poil à travers le pylore et son parcours le long des mètres d'intestin grêle et de gros intestin pour être expulsé par voie rectale, évitant qu'il ne s'agglomère dans l'estomac. L'administration de malt doit être dosée et stratégique. En période de maintien, 1 ou 2 fois par semaine peuvent y suffire, mais pendant la mue ou chez les chats à poils longs, son usage quotidien peut être nécessaire pour maintenir le flux constant. Avec la lubrification, nous avons besoin de motilité, et c'est là qu'interviennent les fibres. La fibre alimentaire, spécialement la fibre insoluble comme la cellulose ou le psyllium, ne se digère pas, mais ajoute du volume aux selles et stimule les mécanorécepteurs de l'intestin. Cela provoque une augmentation du péristaltisme, les contractions musculaires qui déplacent le contenu digestif. En accélérant le transit intestinal, nous réduisons le temps que le poil passe dans le système digestif, diminuant les probabilités qu'il s'agglutine et forme des obstructions. Il existe des régimes commerciaux formulés spécifiquement comme Herbal Control, qui intègrent des niveaux élevés de fibres et des textures de croquettes conçues pour piéger le poil et l'entraîner mécaniquement. Enfin, nous abordons le troisième pilier, les remèdes maison et l'hydratation, sous une optique de précaution et de connaissance. Dans la recherche de solutions naturelles, beaucoup de propriétaires ont recours aux huiles de leur garde-manger. L'huile d'olive ou, mieux encore, l'huile de poisson riche en oméga peut être un allié précieux si elle est administrée avec prudence. Une petite quantité, une demi-cuillère à café occasionnellement, agit non seulement comme lubrifiant intestinal similaire au malt, mais les acides gras essentiels améliorent la santé de la peau et renforcent le follicule pileux, réduisant la chute des poils à la source. Cependant, nous devons être extrêmement prudents avec les doses, car un excès de graisse peut provoquer une pancréatite ou des diarrhées sévères qui déshydrateraient l'animal. En parlant d'hydratation, c'est peut-être le facteur le plus sous-estimé dans la prévention des boules de poils. Un système digestif déshydraté est un système lent et propice aux embouteillages. Le chat, de par son origine désertique, a une faible sensation de soif et a tendance à concentrer beaucoup son urine, mais aussi à avoir un contenu intestinal plus sec s'il ne consomme que des croquettes. L'alimentation humide, boîte, sachet,
apporte un pourcentage d'eau supérieur à %, ce qui garantit que le bol alimentaire et le poêle ingéré restent hydratés et flexibles. Un trichobézoar dans un environnement sec durcit comme une pierre. Dans un environnement hydraté, il reste plus malléable et facile à expulser. Par conséquent, car l'incorporation d'alimentation humide quotidienne n'est pas un caprice gastronomique, mais une stratégie hydraulique pour maintenir les tuyauteries biologiques d'eau reste du chat dégagées. Si vous avez compris l'importance vitale du brossage et de l'hydratation pour éviter le bloc opératoire, soutenez ce contenu avec un « j'aime » pour que l'algorithme priorise la santé féline. Votre interaction est clé pour la divulgation. Maintenant, accompagnez-nous à la phase finale. Konou vous apprendrez à distinguer un vomissement anodin d'une obstruction létale. Partie 3. Alerte rouge, vomissement, blocage et urgence vétérinaire. Jusqu'ici, nous avons navigué à travers le comportement naturel et les stratégies de maintien, mais il est impératif que tout propriétaire comprenne que le système digestif d'un félin n'est pas infaillible. Il existe un seuil clinique, une alerte rouge, ce qui sépare une gêne gastro-intestinale légère d'une catastrophe physiologique qui compromet la vie de l'animal en quelques heures. Le son de la terreur. Le premier défi diagnostique auquel le propriétaire est confronté se produit à la maison même, souvent au milieu de la nuit. L'interprétation du son de la terreur, non seulement à cause de l'angoisse qu'il génère chez le soigneur, mais à cause de la confusion qu'il provoque. Il est extrêmement courant que les propriétaires de chats confondent la toux avec la tentative d'expulser une boule de poil. Cette confusion est dangereuse car elle retarde le traitement de maladies respiratoires graves comme l'asthme félin ou la bronchite chronique. Nous devons différencier mécaniquement le haut-le-cœur productif de la toux sèche. Lorsqu'un chat essaie d'expulser un trichobézoar, le processus est abdominal et gastrique. Quand nous observerons une contraction violente et rythmique des muscles abdominaux, le chat pompe avec son estomac. Le son est humide, guttural, provenant de l'œsophage et culmine invariablement par l'expulsion de matière, que ce soit du poil, de la nourriture ou du liquide. Au contraire, dans la toux ou la crise d'asthme, la mécanique est respiratoire. Le chat a tendance à s'accroupir, collant le sternum au sol, et étire le cou vers l'avant dans une posture orthopédique pour tenter d'aligner la trachée et faciliter l'entrée d'air. Le son est sec, sifflant ou similaire à un croassement et, le plus important, il est improductif. Le chat tousse, et tousse, mais rien ne sort. Si votre chat réalise ce mouvement, étirer le cou et tousser fréquemment et qu'une boule de poil n'apparaît jamais, il n'essaie pas de se purger. Il s'étouffe à cause d'une inflammation des voies basses. Que supposer qu'il a une boule de poil coincée et donner du malt à un chat asthmatique n'est pas seulement inutile, mais ignore une pathologie progressive qui réduit sa capacité pulmonaire. Vomissement versus régurgitation. Une fois la distinction auditive éclaircie, nous devons aborder la nature de la matière expulsée, la différenciation clinique entre vomissement et régurgitation. Deux processus physiologiques distincts avec des implications médicales différentes. La régurgitation est un processus passif qui se produit peu après l'ingestion. La nourriture ou le poil sort de l'œsophage sans être arrivé à l'estomac, conservant sa forme tubulaire originale et non digérée, souvent sans effort abdominal préalable. Le vomissement, en revanche, est un processus actif et violent qui expulse le contenu de l'estomac ou de l'intestin proximal. Ici, la fréquence est le marqueur vital. Un vomissement sporadique d'une boule de poil, qui disons une fois toutes les 2 semaines ou une fois par mois, entre dans la physiologie acceptable d'un carnivore qui se toilette. Cependant, si le chat commence à vomir des fluides, de la nourriture ou de la bile plus d'une fois par semaine, et surtout s'il n'y a pas présence de poils dans le vomi, le signal d'alarme doit s'activer. La présence de bile, ce liquide jaune ou verdâtre, indique que l'estomac est vide mais continue de se contracter, ou ce qui suggère une irritation chronique, gastrite, une maladie inflammatoire intestinale ou une obstruction partielle. Il ne faut pas normaliser le vomissement chronique. Un chat qui vomit chaque semaine parce que c'est comme ça est un chat malade qui nécessite un diagnostic. Le tueur silencieux, obstruction intestinale. Imaginons le trichobézoar que nous avons décrit dans la section précédente. Une masse compacte, dure et sèche de poils feutrés. Quand si cette masse parvient à passer le pylore, la sortie de l'estomac, mais que son diamètre est supérieur à la lumière de l'intestin grêle, elle agit comme un bouchon.
Typiquement, ces blocages se produisent dans le duodénum ou dans le jejunum, les sections les plus étroites du tractus. Ce qui se passe ensuite est une cascade d'événements catastrophiques. L'intestin, en détectant le blocage, augmente ses contractions, hyperpéristaltisme, en essayant de forcer l'objet à avancer. Cela cause une douleur abdominale aiguë, de type colique. Ne parvenant pas à déplacer la masse, l'intestin se fatigue et s'arrête, iléus, paralytique. Les fluides équiqués et les gaz s'accumulent avant le blocage, distendant les parois intestinales. Cette distension comprime les vaisseaux sanguins qui irriguent l'intestin, provoquant une ischémie, manque d'irrigation sanguine, et éventuellement une nécrose, mort du tissu. Si l'on n'intervient pas, la paroi intestinale se rompt, et déversant des bactéries et du contenu fécal dans la cavité abdominale, causant une péritonite septique et la mort. Comment le détecter ? Les symptômes cliniques d'une obstruction ne sont pas toujours dramatiques au début. Le signe cardinal est l'anorexie soudaine et totale. Si un chat qui mange bien refuse la nourriture pendant plus de heures, c'est une urgence médicale. Contrairement aux chiens ou aux humains, qui peuvent jeûner des jours sans conséquences graves immédiates, le métabolisme du chat est particulier. Un jeûne prolongé déclenche la mobilisation massive de graisse vers le foie, provoquant une lipidose hépatique, une défaillance hépatique aiguë qui peut être mortelle en elle-même, indépendamment de l'obstruction. En plus de l'anorexie, nous observerons une léthargie profonde. Le chat ne fait pas que dormir, il est éteint, ne répond pas aux stimuli, se cache dans des endroits sombres et inhabituels. Armoire, gague sous le lit, cherchant protection en raison de sa vulnérabilité. La douleur abdominale se manifeste dans la posture. Le chat se place en position de sphinx ou pain de mie, avec les pattes repliées sous la poitrine, le dos voûté et le regard perdu, évitant de s'allonger sur le côté pour ne pas étirer l'abdomen endolori. S'il essaye de vomir mais que rien ne sort, le cœur improductif, ou s'il vomit immédiatement après avoir bu de l'eau, la probabilité d'une obstruction totale est très élevée. De même, l'absence de défécation est un indicateur, bien que moins fiable à court terme que les vomissements et l'anorexie. Il est crucial de mentionner dans cette section d'autres coupables qui imitent la symptomatologie des boules de poils, mais qui sont en fait beaucoup plus dangereux. Les corps étrangers linéaires. Dans leur envie de jeu, ou à cause du pica, ingestion d'objets non alimentaires, les chats peuvent avaler des fils à coudre, des rubans cadeaux, des élastiques ou des guirlandes de Noël. Ces objets sont dévastateurs. Contrairement à une boule de poil compacte qui se coince en un point, un fil peut s'ancrer à la base de la langue ou dans le pylore, tandis que le reste avance dans l'intestin. À mesure que l'intestin tente de déplacer le fil par le péristaltisme, celui-ci agit comme une corde de piano, pliant l'intestin sur lui-même dans un effet d'accordéon, plicature intestinale. Ce processus peut littéralement couper l'intestin le long de multiples sections, causant des perforations multiples et une septicémie foudroyante. Si vous voyez un fil sortir de la bouche ou de l'anus de votre chat, ne tirez jamais dessus, tirer pourrait scier l'intestin de l'intérieur. C'est une urgence chirurgicale immédiate. Enfin, là nous devons établir la règle d'or qui doit régir la prise de décision de tout propriétaire responsable. En cas de doute, l'inaction est le pire ennemi. La règle est claire. S'il y a des vomissements répétés accompagnés d'abattements, léthargie ou de diarrhée, ou s'il y a un arrêt total de la prise de nourriture pendant plus de heures, courez chez le vétérinaire. N'attendez pas le lundi. N'attendez pas de voir si ça va mieux demain. La fenêtre d'opportunité pour résoudre une obstruction sans résection intestinale, couper un morceau d'intestin, est courte. En arrivant à la clinique, le protocole de diagnostic inclura la palpation abdominale, où un vétérinaire expert peut souvent sentir la masse ou l'épaississement intestinal. Des radiographies simples ou avec contraste pour visualiser le motif des gaz et l'emplacement du blocage. Et une échographie abdominale pour évaluer l'intégrité des parois intestinales et la motilité. Le traitement variera selon la gravité. Dans des cas légers d'obstruction partielle par des trichobézoares, on peut tenter une gestion médicale agressive, fluidothérapie intraveineuse pour réhydrater le patient et lubrifier le tractus, analgésique puissant pour contrôler la douleur et médicaments prokinétiques ou laxatifs spécifiques sous stricte surveillance. Cependant, si le blocage est total ou s'il y a évidence de compromis vasculaire, la seule issue est la chirurgie, une gastrostomie, ouvrir l'estomac, ou entérotomie, ouvrir l'intestin, pour extraire manuellement la boule de poil ou le corps étranger.
Ce sont des chirurgies majeures avec des risques anesthésiques et post-opératoires significatifs, mais elles sont la seule option pour sauver la vie de l'animal. En tant que tuteur, nous sommes les gardiens de leur santé. Un brossage quotidien est un acte d'amour, mais savoir quand aller chez le vétérinaire est un acte de sauvetage. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'un simple léchage, ni les conséquences d'ignorer ce que votre chat essaie de vous dire à travers son comportement et ses symptômes. La santé de votre félin dépend de votre capacité à voir au-delà du poil et à comprendre la biologie complexe qui se cache dessous. Comprendre la biologie cachée derrière le toilettage ne prévient pas seulement la douleur, mais renforce le lien de responsabilité et d'amour qui vous unit à votre animal face à toute adversité. Si vous avez déjà détecté ce son de la terreur ou appliqué l'un de ces protocoles préventifs, partagez-le dans les commentaires pour enrichir notre communauté de tuteurs exigeants. Pour continuer à perfectionner votre jugement clinique et éviter de futurs risques, cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran. Merci de prioriser son bien-être. On se voit dans la prochaine analyse.